Sidi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Vous êtes journaliste, auteur, spécialiste du Sahel et des groupes terroristes au Sahel. 3 otages ont été libérés en plus de Soumaïla Cissé, la française Sophie Petrona et 2 ressortissants italiens. Qu'est-ce qu'on sait ce soir des négociations qui les amenaient, quand, pour libérer quels otages? Est-ce qu'on en sait plus? Oui, initialement, les négociations portaient sur la libération de Soumaïla Cissé parce que, comme vous savez, il y a eu une forte pression sur le président Ibeka de la part de son opinion publique, au point où, à un moment, on a soupçonné qu'il ait été derrière le kidnapping de Soumaïla Cissé. À la suite de ces fortes pressions, le président Ibeka a décidé d'engager des négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé tout seul. Ensuite, l'idée est venue d'élargir les négociations à Sophie Petrona et aux autres étages. C'est ainsi donc que la négociation a été menée par des notables Touaregs, puisque on sait que principalement les ravisseurs appartiennent au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad Agali. Donc, des notables de son ethnie, l'ethnie des Iforas, se sont investis dans la négociation. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à cet élargissement des otages, qui est une sorte de classique dans le Sahel, parce que à chaque fois, les otages sont libérés en échange de la libération, de l'élargissement des djihadistes qui sont détenus dans les prisons, dans les différentes prisons. Mais cette fois, c'est l'ampleur du nombre de personnes djihadistes élargies et puis la question de la rançon. Voilà, rançon ou pas rançon d'ailleurs? Il est de tradition qu'on verse une rançon et tout porte à croire que cette fois-ci aussi, une rançon importante a été versée à la fois avec des fonds d'origine malienne pour certaines, d'autres d'origine française et d'autres d'origine italienne, puisque les personnes élargies sont des ressortissants de ces 3 pays. Alors on parle d'une centaine, peut-être de 200, plus de 200 combattants djihadistes libérés en échange des otages. On lui a demandé ce qu'il en pensait. Je vous propose d'écouter la réaction de Soumaïla Cissé. Mais je ne suis pas inquiet d'être libéré. Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'ils les reprennent et que moi je retourne là-bas? Je ne pense pas que ce n'est pas une question qu'il faut me poser à moi. Il faut poser à d'autres qui ne sont pas dans la situation. Je suis un acteur de cette situation. Je suis libéré en contrepartie des djihadistes. Vous voulez récupérer les djihadistes et me dire si je ne suis pas content. Et que donc j'ai qu'à retourner là-bas. Je pense que dans toutes les guerres, ils sont en train d'en libérer des djihadistes en Afghanistan. Ils sont en train d'en libérer en Arabie Saoudite et au Yémen. Je n'ai pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Les échanges de prisonniers sont fréquents. C'est ce que nous dit finalement Soumaïla Cissé. Je vous pose la question, Cédric, de façon un peu provocatrice. Est-ce que le coût en termes de sécurité dans la région est à la hauteur de l'enjeu politique? Oui, les djihadistes étaient en position de force pour négocier et ils n'étaient pas pressés de libérer Soumaïla Cissé ni Sophie Petrona. Donc, c'est dans le camp d'en face qu'il y a cette urgence à obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petrona. À raison du statut de Soumaïla Cissé dans l'échiquier politique malien, il est le chef de file de l'opposition et il a été élu député pendant sa captivité au premier tour. Madame Sophie Petrona est le dernier otage français dans le monde, donc il y a urgence dans le camp d'en face. Les djihadistes en ont profité du contexte pour présenter une liste de 200 personnes et il y a eu même des moments de blocage parce que certaines personnes que les djihadistes ont présentées avaient commis quand même des forfaits importants et le pouvoir avait hésité. Mais compte tenu des enchères et de la nécessité de tenir cette libération, finalement, les djihadistes ont obtenu aujourd'hui. Sur un plan moral, il est évident qu'on ne peut que se réjouir de la libération de Soumaïla Cissé, de Sophie Petrona et de 2 autres personnes. Mais il est à craindre qu'il y ait des implications, des répercussions de cette libération massive de logisticiens, des idéologues, des artificiers qui ont été libérés et il est à craindre. Et d'ailleurs, au-delà de leur libération, les groupes terroristes ont exigé qu'ils soient ramenés dans leur fief. C'est-à-dire, à partir de la semaine prochaine, s'ils le veulent, ils peuvent être opérationnels. Concrètement, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir en termes de sécurité dans le nord du Mali, dans la zone centre du Mali, bref, dans les zones où les groupes terroristes sont très actifs? Objectivement, on peut redouter qu'il y ait une recrudescence parce que, à la fois par le nombre, par la qualité des différentes figures qui ont été libérées, mais il faut aussi voir que cette libération intervient dans un contexte. Au sortir du sommet de Pau,
qui a eu lieu en janvier ici et qui a réuni le président Macron et les 5 présidents du G5 Sahel, la lutte contre le terrorisme a connu une certaine avancée avec la concentration de forces dans la zone de 3 frontières communes au Niger, au Burkina et au Mali, où les groupes djihadistes, notamment l'État islamique au Grand Sahara, le IGS, a été quasiment à reculer. Aujourd'hui, avec cette libération, il est à craindre qu'il y ait une recrudescence des activités terroristes au centre du Mali, puisque certaines personnes élargies ont été ramenées au centre, et dans le nord, notamment dans la région de Kidal et de Tessalit, qui sont sur la frontière algérienne. Alors justement, parlons un peu des groupes terroristes qui se livrent à plusieurs forfaits dans la région, enlèvements et autres. Les 4 otages donc libérés jeudi soir étaient entre les mains du GSIM. Vous l'avez dit, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Qui est le GSIM? Quelles sont ses revendications? On écoute les explications de Jean-Luc Egueuzier. Lorsque Sophie Petronin est enlevée à Noël 2016, l'identité de ses ravisseurs n'est pas connue. Mais très vite, dans une vidéo, il revendique cet enlèvement. Il s'agit du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, appelé aussi GSIM. Créé en mars 2017, le GSIM est un rassemblement de diverses factions djihadistes avec un chef connu, Iyad al-Khali, ancien émir d'Ansardine. Iyad al-Khali est un chef de guerre touareg qui a longtemps lutté pour son peuple dans le nord du Mali, avant de se tourner vers le djihadisme. Le GSIM fait allégeance à Al-Qaïda, ou plus précisément AQMI, ce qui l'oppose à une autre organisation transnationale djihadiste, l'État islamique, rebaptisé au Mali EIGS, État islamique dans le Grand Sahel. Les 2 groupes sont non seulement concurrents, mais en guerre ouverte depuis cette année, le IGS reprochant au GSIM d'accepter les négociations avec le gouvernement malien. C'est dit qu'on sait des négociations avaient été entamées avec le GSIM dès le début de l'année par l'ancien pouvoir. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'il y a des djihadistes fréquentables et d'autres pas? Non, le pouvoir malien, celui du président Ibeka, avait choisi comme doctrine de discuter avec les Maliens exclusivement, puisque comme vous savez, les mouvements djihadistes au Sahel sont animés par des Sahéliens et de non-Sahéliens, puisque historiquement, le djihad au Sahel est venu du Maghreb. Il a été importé dans la zone à partir du groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui est devenu AQMI. Donc, à partir de là, à partir de ce choix, parce que c'est un choix pragmatique, les autorités ont expliqué que jusqu'ici, toute la stratégie du tout militaire, du tout sécuritaire qui a été tentée, n'a pas permis d'éradiquer le groupe djihadiste. Peut-être qu'il faut essayer une nouvelle doctrine, et c'est ce qui a amené au choix de l'ouverture des négociations. Et l'ancien président de transition Diakoundé a été investi pour commencer des contacts avec les djihadistes. Liman Diko aussi, qui a beaucoup de relais dans certains groupes djihadistes, a été sollicité pour essayer d'établir des passerelles entre les groupes djihadistes et le pouvoir malien. Donc à la suite, c'est comme ça que les négociations se sont engagées. Et je pense que la chute du président Ibeka a été un coup d'accélérateur. Parce que le pouvoir actuel a accepté de libérer 206 personnes, y compris des figures emblématiques du djihad au Sahel, parce qu'il n'y a pas d'avenir politique pour ce pouvoir. Un pouvoir qui a une stratégie, qui a des calculs politiques, ne pourrait pas accepter de franchir la ligne jaune qui a été franchie par le pouvoir en libérant des auteurs des attentats aussi graves que ceux de Ouagadougou, de Grand Bassin ou même de Bamako, sur l'attentat de la terrasse qui a coûté la vie à 6 personnes en 2015. Certaines personnes qui ont pris effectivement part à cet attentat ont été libérées dans le cadre de cet échange. Alors vous le disiez, et puis Jean-Luc Egueuzier le soulignait également dans le reportage qu'on vient de voir, il y a des conflits évidemment entre les groupes djihadistes eux-mêmes. Le fait qu'il y ait eu une négociation avec le GSIM et qu'il n'y ait pas de négociation avec d'autres groupes djihadistes, qu'est-ce que ça peut susciter, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans la guerre que se livrent les groupes djihadistes eux-mêmes? Ah oui, c'est une question importante. Au Mali, il y a une configuration géographique. L'État islamique au Grand Sahara est concentré dans la zone de 3 frontières qui est commune au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Alors que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est concentré dans le centre du Mali et plus dans le nord, Tessalit, Kidal, etc. Mais jusqu'ici, jusqu'à ce qui a été évoqué dans le sujet,
Avant, il y avait un accord tacite. Chacun gère son territoire et il n'y avait pas de rivalité frontale. Mais depuis le changement de stratégie, craignant que le pouvoir récupère par la négociation le groupe qui est favorable à Al-Qaïda, le groupe de l'État islamique a commencé des attaques contre... Et il y a une rivalité aujourd'hui s'est installée, même si ces derniers temps, on assiste quand même à une sorte de trêve. Mais je pense que l'EIGS a pris peur que la négociation permette au groupe rival de se réarmer, d'avoir beaucoup plus de force. Et ce sentiment-là l'a amené à être beaucoup plus agressif. Et ensuite, au sortir de Pau, la stratégie a été de mettre le paquet contre le groupe qui opère dans la zone de 3 frontières. Et tout ça, tous ces indicateurs l'ont amené à accélérer la rivalité avec... Là, c'est la raison pour laquelle il faut craindre peut-être encore, comme vous le disiez, un regain d'agressivité de certains groupes djihadistes. Absolument. Dans la configuration actuelle, il y a des... Et d'ailleurs, lorsqu'on interroge les responsables politiques de la sous-région, ils sont inquiets de cette vague de libération, même s'ils se réjouissent que des otages aient été élargis. Vous savez que depuis quelque temps, depuis quelques semaines, les pays du G5 Sahel ont décidé d'accélérer la lutte contre le terrorisme, craignant que les groupes terroristes profitent de la saison de pluie pour se réorganiser. Avec ce qui vient de se passer, il est à craindre que ces efforts soient compromis. Alors, Soumaïla Cissé a été enlevé au mois de mars, et entre-temps, on l'a vu, beaucoup de choses ont changé au Mali, un coup d'État militaire, le président Ibeka destitué. Cette libération arrive donc à une période critique de la vie politique du pays. Je vous propose d'entendre l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga qui s'exprimait sur le retour du chef de file de l'opposition malienne. Ce retour est réintroduit dans notre vie publique, il nous voit qu'il faisait défaut. Je crois que ça c'est important. Je pense que l'expression de Soumaïla, sa parole, a un certain poids dans notre vie nationale. Et ce poids a fait défaut à un moment donné. Je pense que cette parole-là pourrait venir consolider l'effort que nous essayons tous de construire pour sortir progressivement de la situation de crise dans laquelle nous sommes. C'est dit, quelles conséquences peuvent avoir la libération de Soumaïla Cissé sur la vie politique finalement et sur la vie démocratique au Mali? Alors, lorsque Soumaïla Cissé a été kidnappé en mars, il y avait un pouvoir malien. Et aujourd'hui, ce pouvoir a été renversé. Ce qui rebat les cartes, qui rouvre, qui réintroduit Soumaïla Cissé, qui a été battu aux dernières élections par le président Ibeka, qui s'est présenté 3 fois. Je pense que Soumaïla Cissé va capitaliser cette sortie de situation d'otage pour essayer, sur le plan politique, d'élargir son électorat, d'avoir un rôle à jouer à son âge, 70 ans. Je pense qu'il a encore une carte à jouer. Et ce qui vient de se passer va élargir, va lui permettre de ratisser au-delà de son camp traditionnel et de son fief qui est le nord du Mali. Alors ça, c'est ce qu'on peut en attendre pour Soumaïla Cissé. Et pour la junte au pouvoir d'ailleurs, est-ce que ces libérations jouent plutôt en sa faveur, sachant que quand les négociations ont été entamées, elle n'était pas encore là. Comment est-ce qu'elle peut, entre guillemets, récupérer la mise? Je pense qu'un des éléments qui a amené la junte à élargir autant de personnes, y compris des personnes qui ont commis, c'est aussi le souci de la légitimité. La junte vient de s'installer, elle a quand même dû faire des concessions à la CEDEAO, accepter un président civil, ce qui n'était pas dans son agenda, accepter un premier ministre civil. Le fait de faire cette opération lui permet d'avoir un début de légitimité politique. Ça permet aussi d'apaiser la situation interne. Et à mon avis, si c'était possible, la junte pourrait bénéficier de conseils utiles de Soumaïla Cissé. Même s'il a sa propre carte à jouer, c'est quand même une personnalité qui leur est géographiquement plus proche que Ibeka qu'ils ont renversé et dont il était le rival. Vous êtes en train de nous dire, Sédic, que la junte a délibérément élargi le nombre de libérations finalement de djihadistes, dans le souci aussi de gagner en légitimité? Ah oui, non, il est évident Sachant que ça peut avoir des conséquences sécuritaires dans le pays. Il est évident que ce choix-là, ce n'était pas... Comme on l'a vu, les négociations ont été entamées sous Ibeka. Ibeka avait marqué une ligne jaune, une ligne à ne pas franchir.
estimant que, par exemple, la libération des personnes qui sont fortement impliquées dans les attentats, l'amènerait à retourner une partie de l'opinion. Et ce débat a déjà commencé aujourd'hui au Mali. Est-ce qu'il fallait élargir des gens qui ont tué? Les organisations de défense des droits de l'homme et des familles des victimes et certains milieux qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme regrettent que cet élargissement ait été aussi grand et qu'il ait concerné autant de personnes. Donc il y a sans doute quelque chose que la junte a fait qu'un régime légitime, élu, qui a encore un avenir politique n'aurait pas fait. C'est clair que du point de vue de la junte, il y a aujourd'hui des dividendes qui sont attendus sur le plan de ses rapports avec la communauté internationale, aussi sur le plan de ses rapports avec la France, puisque la France est à la fois acteur au Mali, avec la présence de Barkhane, une force de plus de 4000 hommes, et puis dans le jeu politique malien aussi, la France en tant qu'ancienne puissance coloniale, on a vu les relations qu'elle a entretenues avec le président Ibeka et a une marge, sans doute une carte à jouer là aussi. Alors, jeudi soir, il y a également eu la libération de Sophie Petronin, dernière otage française dans le monde. Elle était humanitaire, installée à Gao, dans le nord du pays, otage depuis 4 ans. Je vous propose de regarder les images de son arrivée en France. Regardez. Elle attendait tellement ce moment qu'elle ne sait même plus où donner de la tête. Bon, alors, je commence par qui, là? Je commence par qui? Oh mon Dieu, toi! Ça, c'est un monument, ça. Oh mon Dieu. Sophie Petronin retrouve les siens. Premier pas sur le sol français. Une liberté enfin retrouvée, après 1384 jours privés de ses proches. Mais toi, je te reprendrai tout à l'heure. Oui. 75 ans, dont 4 en captivité, mais ne lui parlez pas de visite médicale. Un petit check-up, un petit bilan médical. Hein. Mais je vais très bien. Malgré toutes les épreuves endurées, cet humanitaire reste philosophe et livre au président une leçon de ténacité. Vous savez, Monsieur le Président, vous avez 2 possibilités. Ou vous vous placez dans l'acceptation de ce que vous allez vivre, peut-être demain, une catastrophe dans la famille, ça peut arriver, ou vous vous placez dans la résistance. Si vous êtes dans l'acceptation, vous allez gérer. Tout va bien se passer. Si vous êtes dans la résistance, vous allez vous cogner tous les jours. Alors je me suis mis, dès le début, quand j'ai compris que je venais d'être enlevée et que ça allait être hyper compliqué, parce que ça, c'était une évidence, je me suis mis dans l'acceptation. Et alors là, j'ai commencé à gérer ma propre personne. En captivité, Sophie Petronin ne pouvait compter que sur elle pour survivre, avec comme seul réconfort les vidéos de son fils, Sébastien. Oui, mais il m'a envoyé une vidéo, il a dit « accroche-toi, tiens bon ». Oh, je lui ai dit, tu m'as dit ça, ok, pas de problème, je m'accroche et je tiens bon. Et je me suis accrochée, je me suis dit, bon, je suis là. Voilà. Un courage exemplaire, doublé d'un caractère bien trempé. Je crois que dès le début de l'histoire, en plaisantant un petit peu, mais avec un petit brin de vérité, on se disait « Oh les pauvres !» Ils vont vite nous la rendre. Ils vont vite nous la rendre. Désormais, Sophie Petronin compte profiter de sa famille, rattraper le temps perdu avec son petit-fils de 10 ans et, elle se l'est promis, retourner au Mali. Voilà, Sophie Petronin, qui était la dernière otage française dans le monde. C'est dit que ce soir, des sources bien informées nous disent que ces libérations, et en particulier celle de Sophie Petronin, sont à 90% l'œuvre du Mali et non pas de la France. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je pense que les Maliens, la France a eu un rôle consultatif. Il s'agit d'un otage français. La France a été informée de l'évolution des négociations, mais les négociations ont été principalement menées par les Maliens. Parce que c'est des notables Iforas qui appartiennent à la même ethnie, à la même tribu Touareg que IAD qui ont mené les négociations. Ensuite, même l'organisation logistique. On a vu, c'est un avion de l'armée de l'air malien qui est allé chercher les otages. Donc, essentiellement, principalement, c'est les Maliens qui ont conduit cette négociation. Malgré tout, il y a une polémique qui commence à naître en France ce soir, où certains politiques expliquent que négocier ces otages avec des djihadistes, eh bien, c'est mettre en danger
les militaires français qui sont présents au Mali depuis 2013, puis 2014 avec la force Barkhane. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Oui, oui, absolument, parce qu'il y a une forme d'incohérence à la fois de la part de la France. Quand on sort de Pau avec l'engagement de renforcer la lutte contre les djihad au Sahel, la lutte contre le terrorisme au Sahel, et puis à côté, on se réjouit, sinon on encourage à la libération des personnes qui ont commis des actes, et pour certains qui ont été arrêtés par Barkhane. Donc il y a un mauvais signal qui est envoyé. On ne sait pas quel impact ça peut avoir sur le moral des opérationnels qui sont allés capter ces personnes-là, qui voient aujourd'hui, sans pouvoir réagir, que les personnes ont été remises en liberté. C'est quelque chose qui se comprend. Et justement, on parlait de la force Barkhane déployée au Sahel depuis 2014, plus de 5000 soldats, une cinquantaine de morts déjà. Ces libérations et les derniers développements de la vie politique et sécuritaire au Mali, quelles conséquences peuvent-elles avoir sur la présence française au Sahel? Je pense que la France n'est pas prête de retirer pour l'instant ses forces, parce que si elle part, les acquis, s'il y a des acquis, les peu d'acquis qu'il y a vont disparaître avec ce départ précipité. La France va encore maintenir sa présence au Sahel avec le besoin de voir notamment la force du G5 Sahel monter en puissance. Mais il reste qu'au Sahel, la solution ne sera jamais sécuritaire et militaire. La solution passe par une articulation avec le développement, avec la stabilité, avec la gouvernance. Et cette dimension a manqué. Il faut une dimension holistique qui intègre aux questions de sécurité et de défense les questions de développement, l'avenir de la jeunesse, notamment la reconstruction de tout le Sahel. Et sur ce plan, la communauté internationale est encore à la traîne. Si on veut régler définitivement la question du terrorisme au Sahel, il faut penser développement, il faut penser perspective pour la jeunesse qui est pour l'instant recrutable. Et de ce point de vue, il y a un élément qui échappe souvent dans la discussion présente. C'est que la rançon qui a été versée pourrait servir encore à recruter des jeunes qui n'ont pas de perspective et à l'achat d'armes. Et ça, de ce point de vue, c'est une menace pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. Merci à vous, Seydi Kaba. Je rappelle, avant de refermer le journal, qu'on a appris ce soir qu'une otage suisse a été tuée par des terroristes au Mali. Otage suisse, donc, tuée par des terroristes au Mali. Information du ministère de la Confédération helvétique. Merci beaucoup, Seydi Kaba, journaliste, auteur, spécialiste des groupes terroristes au Sahel. Votre dernier ouvrage est paru aux éditions L'Harmattan, Voyage au cœur de Boko Haram. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver nos reportages et interviews exclusives sur notre site internet et une page dédiée à cette libération d'otages. Merci de votre fidélité. À demain.